Chapitre 2. Les premières années du règne de Saint-Louis. Premier point. La cour plénière de Saumur, 1241. Le roi tint une cour plénière à Saumur en Anjou. J'y fus, et je puis vous témoigner que ce fut la mieux ordonnée que je visse jamais. À la table du roi, tout à côté de lui, mangeait le comte de Poitiers, qu'il avait fait chevalier tout récemment à la Saint-Jean. À côté du comte de Poitiers mangeait le comte Jean de Dreux, qu'il avait fait lui aussi chevalier récemment. Après le comte de Dreux mangeait le comte de la Marche. Après le comte de la Marche, le bon comte Pierre de Bretagne. Devant la table du roi, vis-à-vis du comte de Dreux, mangeait Monseigneur le roi de Navarre, en cotte et en manteau de taffetas, bien paré d'une ceinture d'or, d'une agrafe d'or et d'un chapeau doré, et j'étais son écuyer tranchant. Le roi était servi par son frère, le comte d'Artois, et avait pour écuyer tranchant le bon comte Jean de Soissons. La table du roi était gardée par Monseigneur Humbert de Beaujeu, qui fut depuis connétable de France, par Monseigneur Enguerrand de Coucy et Monseigneur Archambault de Bourbon. Derrière ces trois barons, il y avait bien 30 de leurs chevaliers, en cotte de drap de soie pour les garder, et derrière ces chevaliers, quantité de sergents, vêtus aux armes du comte de Poitiers, appliqués sur taffetas. Le roi avait vêtu une cotte de satin bleu, un surcot et un manteau de satin vermeil, fourré d'hermine, et avait sur la tête un chapeau de coton qui ne lui seyait pas du tout, vu qu'il était alors un jeune homme. Le roi donna cette fête dans les halles de Saumur. On disait que le grand roi Henri d'Angleterre, Henri II, les avait fait bâtir pour ces fêtes solennelles. Ces halles sont construites à la manière des cloîtres des moines blancs, c'est-à-dire les cisterciens. Mais je crois qu'à beaucoup près, il n'en est aucun de si vaste. Et voici ce qui me fait parler ainsi, c'est que le long du mur du cloître où le roi mangeait, environné de cavaliers et de sergents qui tenaient beaucoup de place, était encore une table où mangeaient 20 évêques ou archevêques, et encore au-delà de la table des évêques et des archevêques, se trouvait la table où mangeait la reine Blanche, mère du roi, à l'extrémité du cloître opposé au côté où mangeait le roi. La reine était servie par le comte de Boulogne, qui fut depuis roi du Portugal, par le bon comte Hugues de Saint-Paul, et par un jeune Allemand de 18 ans, que l'on disait fils de sainte Élisabeth de Thuringe, et que la reine Blanche baisait au front par dévotion, ayant entendu dire que sa mère y avait maintes fois baisé. Au bout du cloître, d'autre part, étaient les cuisines, la bouteillerie, la panetterie et la dépense, et c'est de là que l'on apportait pour les servir au roi et à la reine la viande, le vin et le pain. Dans les trois autres ailes du cloître, et dans le préau du milieu, mangeaient des chevaliers en si grande foule que je n'en pus savoir le nombre. Bien des gens dirent qu'ils n'avaient jamais vu, dans une même fête, autant de surcots et d'autres vêtements de drap d'or et de soie qu'il y eut là, et l'on dit qu'il s'y trouvait bien 3000 chevaliers. Second point, bataille de Taillebourg, 1242. Après cette fête, le roi mena le comte de Poitiers dans sa ville pour reprendre possession de ses fiefs. Après que le roi fut revenu de Poitiers, il ne se passa pas grand temps que le roi d'Angleterre vint en Gascogne pour guerroyer contre lui. Notre saint roi, avec tout ce qu'il put avoir de gens, chevaucha pour le combattre. Le roi d'Angleterre et le comte de la Marche prirent position devant un château qu'on appelle Taillebourg, situé sur une mauvaise rivière qu'on nomme la Charente, en un point où on ne peut la traverser que par un pont de pierre très étroit. Sitôt que le roi arriva à Taillebourg et que les armées se virent l'une l'autre, nos gens, qui étaient du côté du château, parvinrent après beaucoup d'efforts et de grands périls à passer sur l'autre rive par le pont et au moyen de barques, et coururent sus aux Anglais. Le combat commença fort et grand. Quand le roi vit cela, il se lança dans le péril avec les autres, car pour un homme qu'il avait avec lui, quand il fut passé sur la rive occupée par les Anglais, ceux-ci en avaient bien 20. Toutefois, il advint ainsi que Dieu le voulut, que quand les Anglais virent le roi passer la rivière, ils se tinrent pour battus et se réfugièrent dans la cité de Saintes. Plusieurs de nos gens y entrèrent avec eux dans la confusion de la poursuite et furent pris. Ces prisonniers rapportèrent ensuite qu'ils avaient entendu s'élever une grande querelle entre le roi d'Angleterre et le comte de la Marche, le roi reprochant au comte de l'avoir fait venir en lui promettant qu'il trouverait en France une aide importante. Le soir même, le roi d'Angleterre quitta Saintes et s'en alla en Gascogne.